Merci d'être venu participer à cette table ronde sur le thème des inégalités. Pourquoi lutter contre les inégalités quand on travaille pour un quotidien catholique qui s'appelle La Croix, en l'occurrence, c'est très intéressant de se pencher sur une question qui est à la fois une question morale et une question économique, et de se demander à partir de quel moment c'est la logique économique qui doit venir en renfort de la morale. Enfin bon, ce sont des questions extrêmement intéressantes dont nous allons débattre. Une question qui ne se pose pas seulement en termes de revenus, capital, salaire, etc., mais qui se pose aussi en termes d'inégalité dans d'autres domaines, inégalité hommes-femmes, inégalité des territoires, inégalité des nations, inégalité d'accès à la culture, à la formation. On peut trouver beaucoup de manières d'aborder cette question. Alors nous avons peu de temps et mon rôle principal dans cette table ronde va être de garder la pendule avec l'aide de Fanny qui nous fera des signes aux uns et aux autres pour nous dire qu'on est en train de déborder. Je vais vous présenter l'ensemble des participants en partant de l'autre bout de la table. D'abord Alain Tranois, qui est le membre du Cercle des économistes qui a préparé cette table ronde. Alain, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes basé à Marseille où vous dirigez l'ex-Marseille School of Economics et vous avez pour domaine d'expertise précisément l'économie des inégalités, la question de l'égalité des chances. Madame Stéphane Pallès, vous avez longtemps travaillé au sein de la direction du Trésor et puis vous avez rejoint le monde de l'entreprise comme directrice financière d'Orange, puis PDG de la Caisse centrale de réassurance et aujourd'hui présidente de la Française des Jeux. Louis Gallois, vous aussi vous êtes passé par la direction du Trésor, vous avez présidé la SNECMA, Aérospatiale, la SNCF, EADS. Vous avez été commissaire général à l'investissement de 2012 à 2014. Actuellement, vous présidez le conseil de surveillance de PSA. Vous présidez également la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Et vous êtes coprésident d'un laboratoire d'idées qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie. Branko Milanovic, vous enseignez actuellement au Graduate Center du City University of New York. Auparavant, vous étiez lead économiste au département de recherche de la Banque mondiale. Vous aussi, votre principal domaine de recherche est celui de la répartition des revenus. Et nous avons ensuite, que je ne me perde pas, M. Guy Standing, qui est professeur à London University. Vous avez longtemps travaillé au sein du BIT, Bureau international du travail à l'ONU. Vous êtes cofondateur du Basic Income Earth Network, une ONG qui promeut l'idée d'un revenu de base versé à tous sans condition de ressources ni obligation de travail. Et enfin, Camille Landais, professeur associé à la London School of Economics, spécialiste de l'analyse des transferts sociaux, de la fiscalité, des inégalités économiques. Vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste, décerné par le Cercle des économistes et par Le Monde, et vous avez été notamment co-auteur d'un ouvrage qui avait fait pas mal de bruit, Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez. Voilà, je vais d'abord donner la parole à Alain Tranois pour 5 minutes, pour nous poser le cadre de notre discussion. Bien, bonjour à tous. Donc je vais me contenter d'ouvrir un certain nombre de tiroirs sur cette question passionnante, mais évidemment difficile. Pourquoi faut-il réduire les inégalités? Alors je vais essentiellement énoncer 3 idées qui vont m'amener à penser qu'il y a sans doute des conflits de valeurs, au moins 2 conflits de valeurs peuvent être avancés. Alors quand on parle d'inégalité, la première distinction qui vient aux yeux au moins des économistes, mais sans doute également de la population, c'est qu'il faut distinguer entre les inégalités des chances et les inégalités des résultats. Les inégalités ex ante et les inégalités ex post. Donc c'est une distinction, je dirais, qu'ont appris à faire les économistes suite aux travaux philosophiques de John Rawls, Ronald Dworkin et un certain nombre d'autres depuis les années 70. Et on a tout de suite envie de dire, eh bien oui, les inégalités des chances, il faut absolument les réduire, c'est le mauvais cholestérol, et les inégalités des résultats, si elles résultent uniquement, je dirais, d'efforts différents, mais qu'on est partis tous sur la même ligne de départ, alors c'est le bon cholestérol. Alors, cette première idée, elle tient,
je dirais, dans un modèle statique, mais dès qu'on introduit de la dynamique, dès qu'on introduit des générations imbriquées, dès qu'on introduit des parents et des enfants, le modèle devient un petit peu plus compliqué et les idées moins claires. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on peut dire que les inégalités de résultats d'une génération, ça devient grosso modo les inégalités ex-ante de la génération suivante. Et qu'on voit que finalement, quelque part, la création du bon cholestérol est associée à la création du mauvais dans une vision dynamique. Et que donc, il y a là un conflit entre, je dirais, la famille, qui est dans toutes les sociétés le creuset dans lequel se déroule une partie de l'éducation de la génération suivante, et la poursuite de l'égalité des chances. Mais imaginons un monde où tout le monde est parti sur la même ligne de départ et où les inégalités de résultats ne proviennent que de petites différences de talent initial et des différences d'effort. Imaginons un tel monde, et est-ce que ça serait un monde pour cela équitable? Eh bien, un certain nombre d'auteurs, c'était un thème qui avait été largement oublié dans la littérature économique, mais qui était très présent dans les années 60 et 70, un nombre d'études importants montrent que les inégalités de chance sont très importantes dans la détermination des inégalités de résultats. C'est-à-dire que de petites différences de talent, de petites différences d'effort peuvent mener à des très grandes différences de résultats à travers ce qu'on appelle le modèle du winner take all, du tout pour le gagnant, qui résulte du fait qu'un certain nombre de compétitions, de concurrences au niveau économique se déroulent selon des tournois. C'est le premier qui rafle la mise. Et donc, il y a des différences énormes de résultats. Et donc, ces différences de résultats peuvent créer des sentiments de frustration très importants qui peuvent générer des sentiments de dislocation, l'idée que l'inégalité des résultats est même mauvaise lorsqu'elle est trop grande parce qu'elle peut mener à une dislocation sociale, à une dislocation politique. Et on a, dans beaucoup de pays développés, des témoignages du fait qu'un certain nombre de personnes ne se sentent plus, je dirais, faire partie de la société. Et donc ça me semble être, si je dois résumer en un seul mot, me semble-t-il, l'argument essentiel, en dehors évidemment de la poursuite de la lutte contre l'inégalité des chances, une idée majeure pour faire en sorte qu'il faut, disons, essayer de réduire les inégalités des résultats telles qu'on les observe aujourd'hui. Et ça mène à l'idée très naturelle de la croissance inclusive, où les fruits de la croissance, les dividendes de la productivité soient partagés, je dirais, d'une certaine manière, juste entre tous les participants, soit dans l'entreprise, soit au niveau d'un pays. Et on en est loin, et vous avez le contre-modèle américain, où pratiquement tous les fruits de la croissance ont été captés par, je dirais, une petite partie de l'échelle des productivités depuis 30 ans, depuis 40 ans. Donc, ce concept de croissance inclusive, bien sûr, on peut y arriver avec différents instruments. On peut penser je dirais, au contrat social à l'intérieur de l'entreprise. On peut penser au contrat républicain en utilisant un certain nombre d'instruments fiscaux, comme l'impôt progressif. Bon, est-ce qu'il faut plutôt procéder par l'un ou plutôt procéder par l'autre? C'est une question délicate. Mais je voudrais terminer par une dernière idée, qui est l'idée que cette croissance inclusive, elle est sans doute possible lorsqu'on raisonne dans une économie fermée. Mais dans une économie ouverte, dans une économie où les facteurs les plus mobiles, que sont le travail qualifié, très qualifié, et le capital sont plus mobiles que le travail non qualifié, eh bien, il va y avoir un obstacle pour que chaque pays essaye de développer son modèle de croissance inclusive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y aura la tendance il y aurait la tendance que les plus qualifiés, en particulier, où le capital aille où là, ça leur rapporte le plus. Et donc, il n'est pas sûr, si je le dis en termes économiques, que si chaque pays essaie d'élaborer son modèle de croissance inclusive dans son coin, eh bien, il n'est pas sûr que ça puisse émerger comme un équilibre coopératif. Et ça pose donc la question de la coopération au niveau du monde, et d'abord au niveau de l'Europe, pour essayer, je dirais, d'aller dans chaque pays vers une croissance inclusive. Un dernier mot, donc en résumé,
Dans les pays développés, il n'y a pas beaucoup de travaux qui arrivent d'une manière très robuste à démontrer qu'il faut lutter contre les inégalités pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de croissance économique. Mais par contre, pour des raisons de justice sociale et en particulier pour des risques de fracturation sociale et politique, il me semble que l'argument est très solide. Voilà, merci. Merci Alain. En discutant tout à l'heure avec les intervenants, on s'est rendu compte qu'il y avait une expression en français qui est égalité des chances, qui n'existe pas en anglais, où on parle plutôt d'égalité, si je traduis littéralement, d'égalité des opportunités. Voilà. Et ça me donne tout de suite l'occasion de donner la parole à Branko Milanovic, qui a la parole pour 7 minutes. Merci. Ok, je vais essayer je le ferai en français avec quelques mots en anglais, surtout sur la terminologie dont je ne suis pas sûr en français. OK. Je pense que c'est bien que je continue là où Alain vient de terminer parce que je voudrais parler disons, des mouvements globaux dans le sens où mon travail sur la répartition de revenus, vraiment, c'est un travail qui traite de l'inégalité globale. C'est un peu différent que le reste parce que normalement, on pense ou on travaille vraiment sur les inégalités nationales, c'est-à-dire l'inégalité des pays. Mais quand vous travaillez sur les inégalités du monde, les choses sont un peu différentes. Alors, je voudrais faire 3 points, c'est-à-dire je voudrais expliquer le pourquoi des inégalités mondiales, pourquoi est-ce que ça a une importance. Parce que ce n'est pas très clair comme les inégalités nationales. Quand vous pensez aux inégalités nationales, on parle des inégalités de chance, on parle toujours, bien sûr, on s'adresse à un gouvernement, parce qu'il y a un gouvernement au niveau national. Il n'y a pas de gouvernement, personne n'est en charge, il n'a pas vraiment la responsabilité des inégalités globales. Alors la question se pose un peu différemment. 3 choses. La première, c'est qu'on constate, d'ailleurs c'est le premier chapitre de mon nouveau livre qui s'appelle Global Inequality, c'est qu'on constate vraiment un très grand champ, ce qu'on appelle en anglais reshufflement of income, c'est-à-dire il y avait vraiment le changement des positions des populations du monde dans la répartition générale du monde. C'est-à-dire on voit que vraiment il y avait les gains étaient les plus importants parmi ce qu'on dit soi-disant classe moyenne des pays d'Asie comme les Indes, comme la Chine, l'Indonésie, etc., qui sont encore relativement pauvres en vue des classes moyennes européennes, mais qui ont gagné vraiment très souvent 200%, 300% de revenus par rapport à ce qu'elles avaient il y a 25 ans. D'autre part, il y a un manque de croissance parmi la partie inférieure des distributions des pays riches. C'est-à-dire, c'est la question de soi-disant classe moyenne des pays occidentaux, et c'est peut-être plutôt lower middle class qu'on appelle en anglais. Là où vraiment, on a vraiment eu très peu de croissance, surtout en Japon, en Allemagne et aux États-Unis. Vraiment, c'est la croissance de 5%, 10% sur une période de 25 ans. Et troisièmement, le troisième point qui est très important dans cette espèce de graphique qu'on appelle de elephant curve, c'est que vraiment il y avait bien sûr une très forte croissance et manque de top 1%. Alors, la chose qui vous apparaît immédiatement quand vous regardez ça, vous avez la classe moyenne des pays riches qui se trouve en quelque sorte écartelée ou peut-être, écartelée entre 2 pôles. D'un côté, il y a des gens dont les revenus sont inférieurs à leur, mais qui peuvent travailler et faire à peu près les mêmes choses avec un salaire très inférieur. Et d'autre part, il y a cette classe de top 1% qui a fait très bien pendant la période de mondialisation. Et il y a bien sûr un certain rapport de estrangement, un certain rapport de manque de sympathie parfois entre les gens de top 1% des pays, des gens qui ont fait très bien pendant la mondialisation et des autres parties des gens de leur propre pays qui vraiment n'ont pas gagné beaucoup. C'est une chose, bien sûr, qu'on voit dans le cas de Brexit d'une manière très claire. Alors, il y a 2 problèmes qui en découlent, je pense.
et je serai bien sûr très bref. Le premier, c'est la question d'inégalité des chances. Pourquoi d'inégalité de chances? D'ailleurs, on ne parle jamais d'inégalité de chances au niveau global, mais elle existe. C'est-à-dire, quand vous prenez les revenus des gens, vous trouvez qu'à peu près 50 ou 60% de votre revenu est déterminé par le pays de naissance ou le pays où vous vous trouvez actuellement. C'est une chose vraiment très extraordinaire. On n'y pense pas très souvent. Quand on parle d'inégalité de chances, on pense toujours sur le pays propre. C'est-à-dire, on ne pense même pas au niveau global. Alors, ça pose une question de philosophie, political philosophy, c'est-à-dire une question, est-ce que cette inégalité de chances est acceptable ou non? Il y a des points de vue, par exemple, de John Rawls, qui pensent vraiment que cette inégalité de chances est acceptable, parce qu'elle est fondamentalement différente d'une inégalité de chances au niveau national. Mais il y a des autres points de vue, par exemple, le cosmopolitan point de vue, comme Thomas Pogge, qui pensent que cette inégalité de chances est aussi une chose qu'on doit adresser, c'est-à-dire dont on doit s'occuper. Ça, c'est le premier pourquoi. Oui, je termine avec le deuxième en une phrase, c'est la question de la migration, qui en découle directement de cette inégalité de revenus et d'inégalité de chances. Et bien sûr, c'est une question qui est très présente en Europe surtout, mais aussi en Amérique et dans les autres pays. Alors, ces trois choses plutôt, l'inégalité de revenus, l'inégalité de chances et migration sont très liées et font partie du processus de mondialisation. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Camille Landais. Je vais parler de choses qui sont très proches de ce que Branko a évoqué. Je vais essayer très rapidement de faire quatre petits points, rassurez-vous. D'abord, évacuons assez rapidement, je pense, la question qui est liée à la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi réduire les inégalités. La réponse instrumentale à cette question qui consiste à dire « Ah, mais parce que si on a trop d'inégalités, on a moins de croissance » ou au contraire, s'il y a trop d'inégalités, alors il y a des problèmes de croissance et tout ça. En fait, la réponse à cette question, c'est que tout est possible. On sait évidemment qu'il y a deux cas polaires. C'est d'un côté la complète égalité, c'est le monde soviétique, et on sait que ça ne marche pas. Donc voilà, il faut quand même un petit peu d'incitation. Le cas extrême opposé, c'est trop d'inégalités, et on sait que ce n'est pas tenable, parce que voilà, aussi, ça génère tout un tas de questions de politique, de maintien de la rente, de tout un tas de choses aussi qui sont très mauvaises pour la croissance et l'innovation. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout est possible entre ces deux cas polaires, et c'est essentiellement une question d'institution et de définir les institutions qu'on veut ensemble pour maintenir un niveau de redistribution qui est compatible avec un certain niveau d'incitation. Pour répondre à cette espèce de définition optimale des institutions, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment très précisément la magnitude. Je suis désolé, on prend des questions après, en fait. Ah oui, pardon, ok. Ouais. Donc la vraie question, c'est la question de la magnitude des effets. Okay, c'est très important de savoir si on augmente voilà, la redistribution qui est opérée par le système fiscal, quel va être l'impact sur l'innovation, sur l'investissement en capital humain et tout ça. Donc pour ça, il faut des réponses très précises, il faut aller dans les données. Lorsqu'on le fait, les réponses, elles sont comme toujours beaucoup plus nuancées que ce qu'on pourrait penser à première vue. Je vous incite à lire un très bon livre de Rana Abramitsky qui a essayé de mettre ensemble toutes ces recherches sur les kibbutz. Les kibbutz qui sont des institutions extrêmement égalitaires, et il s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe quand ces kibbutz changent un peu de la règle parfaitement égalitaire qui les caractérise. Est-ce que les gens investissent plus en éducation et tout ça? Oui, il y a des effets, mais ils sont relativement modestes. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller dans les données, de se poser la question de la magnitude de ces effets. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, question égalité d'opportunité, égalité des résultats. Je pense quand même, une fois de plus, c'est un peu une fausse question. Elles sont complètement imbriquées, ces deux questions. Et pour bien le comprendre, il faut se rendre compte que de toute façon, on ne pourra jamais aboutir à la parfaite égalité des opportunités. Égalité des opportunités, c'est dire à chaque fois, quand un être humain va naître sur cette planète, il va avoir les chances exactement similaires que ceux de tous les autres habitants de la planète. C'est juste pas possible. Vous vous rendez compte que voilà, il y en a qui naissent en Syrie, il y en a d'autres qui naissent en France, il y en a qui naissent avec des parents très riches et d'autres parents moins riches. On n'est pas pareil en termes de patrimoine génétique. Donc, si on veut mettre
mettre en place des politiques qui sont en fait, comme on dit en anglais, leveling the playing field, que tout le monde soit égal, qui serait la vraie égalité des opportunités, c'est des politiques qui sont encore plus liberticides d'une certaine manière. Vous n'avez pas enlevé les enfants à leurs parents. Donc voilà, l'espèce de rêve de « oh là là, on s'en fiche des inégalités, il faut juste assurer l'égalité des opportunités », en fait c'est encore plus difficile d'assumer le choix politique de l'égalité des opportunités. Et donc c'est pour ça qu'on a en fait plutôt besoin de politiques qui maintiennent l'égalité de résultats aussi. Parce qu'une fois de plus, si l'inégalité de résultats n'est pas trop forte, évidemment, vous avez beaucoup moins d'inégalités à transmettre de génération en génération, et donc l'inégalité des opportunités est aussi diminuée. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, du coup, c'est de dire, je ne pense pas qu'il faut se poser la question de pourquoi réduire les inégalités, mais plutôt de quelles inégalités on a envie de réduire. Et du coup, il faut se poser la question de c'est quoi les grands enjeux aujourd'hui de la répartition, les grands enjeux de la redistribution. Ce qui se passe, et ça a un peu été une découverte pour la plupart d'entre nous, on a vécu un deuxième XXe siècle, on avait l'impression que les inégalités avaient complètement disparu, c'est la redécouverte de la question des inégalités. Et il faut, je pense, vraiment définir quelles sont les inégalités qui ont augmenté au cours de la période très récentes, qui sont les plus problématiques. Je pense qu'il y a d'une part effectivement ce qui se passe au niveau des très très hauts revenus et des très très hauts patrimoines, mais il y a aussi ce qui se passe, et je pense que c'est aussi très très important, et Branko l'évoquait, ce qui se passe au niveau de finalement la seule classe dans l'ensemble de la distribution des revenus mondiaux qui a vraiment vu aucun changement dans sa vie au cours des 30 dernières années, qui est l'espèce de middle, lower income class dans les pays développés. Si vous regardez ce qui se passe pour ces gens-là, ces gens qui votent le Brexit, ils ont évidemment pas vu un once de changement dans leur situation, alors que tout le monde voyait un tout petit peu de croissance pendant cette période-là. Et ça, c'est vraiment, dans le cadre de la stagnation séculaire, des gains de productivité, tout ça, c'est vraiment une question très, très importante de la redistribution. Okay, donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est aussi de se rendre compte qu'il faut aussi se poser la question de l'égalité des chances, mais je crois que la question de l'égalité des chances, il faut la remettre aussi dans le contexte de la stratification sociale. On a beaucoup évolué, nous, les économistes et les chercheurs en sciences sociales, parce qu'on a eu accès à beaucoup de données qui nous permettent de voir de manière très fine, très désagrégée, ce qui se passe dans la répartition des revenus. En faisant ça, on a eu un tableau qui est vraiment intéressant. On se rend compte, voilà, de ce qui se passe dans le très bas de la distribution des revenus, dans le très haut de la distribution des revenus, mais en faisant ça, on a complètement gommé la question de la stratification sociale, qui était la manière dont, avant, les sciences sociales se posaient la question des inégalités. Il se trouve que les groupes sociaux, en tant que générateurs d'inégalités qui persistent, sont vraiment très importantes. Il y a un livre qui est assez dramatique, surtout dans ses conclusions, qui sont des mauvaises conclusions, mais en tous les cas, le travail empirique est absolument incroyable, qui s'appelle « The Sun Also Rises », d'un historien économique qui s'appelle Clark, et qui montre à quel point, si vous définissez des groupes sociaux à partir de leur nom, vous trouvez que si vous êtes un descendant d'un baron de Guillaume le Conquérant qui est arrivé quand même il y a plus de 1000 ans en Angleterre, vous avez presque 2 fois plus de chances de vous retrouver à Oxford aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 1000 ans, les groupes sociaux persistent. Okay, et ça ne peut exister que parce qu'il y a quelque chose qui joue au niveau du groupe. Parce qu'au niveau des revenus et des patrimoines, il y a tellement de chocs que les patrimoines de ces gens-là ont été éradiqués. Donc quelque chose d'autre se manifeste qui est vraiment au niveau du groupe, et remettre de la stratification sociale dans l'analyse des inégalités est extrêmement important. Et le dernier point, je suis presque dans les temps, le dernier point, c'est que, ouais, évidemment, il y a beaucoup de dimensions des inégalités qui nous intéressent. Les inégalités de revenus sont sympathiques parce que c'est une bonne mesure synthétique des inégalités, mais il faut aussi se poser la question des dimensions dans lesquelles les gens diffèrent dans leurs revenus. Et je pense qu'une question vraiment centrale dans tous les pays développés, c'est le maintien de très fortes inégalités de genre, même après toutes les politiques qu'on a mises en place pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça aussi, à mon avis, c'est vraiment une question centrale qu'il faut remettre dans le débat et dans les sciences sociales. Bravo. Alors, je vais donner la parole à Guy Standing, auquel Monsieur De Castres, tout à l'heure, faisait référence. Il a également cité Guy Standing dans une interview dans Le Point cette semaine à propos du Brexit. Et je pense que c'est le livre qui est sur la table, qui est consacré donc à cette notion de précariat, dont Guy Standing est un des développeurs, si je puis dire. Guy Standing, vous avez la parole. Merci. Je parlerai en anglais. Je peux parler plus vite comme ça. We are in the middle of a global transformation.
analogous to Karl Polanyi's great transformation. We're seeing a global market system being constructed, and the disembedded phase involved the dismantling of old systems of regulation, social protection, and redistribution. And what has been happening is that with the liberalization of markets, effectively, financial capital has gained control, just as Polanyi would have said. And we've had the emergence of rentier capitalism, contrary to what Maynard Keynes had predicted, the euthanasia of the rentier. Rentier capital has been gaining at the expense of everybody else. And in that process, to cut a long story short, the old 20th century income distribution system has broken down. The consensus that the share of income going to capital and the share of income going to labor were roughly stable has been completely lost. Functional income distribution has got more unequal across the world. And quite interestingly, the share of capital income going to the top part of capital has increased, and the share of labor income going to the top income earners from labor has increased by more. So it's not just a simple story of capital labor shares. And in the process, what we've seen is that the old distribution system, in which when productivity went up, wages went up in parallel, has gone. When profits went up, wages went up in parallel, roughly speaking, has gone. When employment rose, wages were went to rise, but they're not. And we're finding in many countries that even when employment expands, tax revenue from employment falls. It's an extraordinary change in the system. But most importantly, for my narrative, we are seeing a new class fragmentation taking place, a new class structure which I've tried to analyze in the Precariat books. It's a plutocracy at the top, all rentiers, an elite just below them, people relying on salaries with employment security and pensions and all of that sort of thing, still gaining very nicely in terms of security. Below them, the old proletariat, for whom the welfare states and the socialist parties built their systems, is dwindling and losing everywhere. It's below that the precariat is growing. And the precariat is desired by multinational capitalism today. It is not an accident, and it cannot be defined just in terms of incomes. Effectively, those in the precariat are being habituated to accept a life of unstable labor, with volatile incomes and without a sense of occupational identity. To talk of chances in this circumstance makes it a rather sterile story. The precariat is expected to put up with a life of insecurity. And they have to do a lot of work for labor, work that is not remunerated and that does not show up in our income distribution statistics. But in addition, they have to rely on stagnant real wages, wages that have been stagnating for 30 years in many countries, but also have become much more volatile. They shift up and down to a much greater extent. And they don't have access to non-wage benefits or to rights-based state benefits. So they are facing a life of insecurity and uncertainty in the great sense of Donald Rumsfeld's unknown unknowns. You can't insure against uncertainty. And in addition, people in the precariat are losing the rights of citizens. This is the first time in history when millions of our fellow citizens, not the refugees or migrants, they have their bigger problems still, are losing civil rights, social rights, cultural rights, economic rights, and political rights. This is a perfect storm of insecurity that is mounting. Now, at the moment, the precariat is split into three factions. The first faction I call atavists. These are people who are falling out of old working class communities. They don't have a lot of education,
but they don't even have what their parents had. Who were dockers, steel workers, car workers, and so on. And so they have a sense of relative deprivation of a lost past. This group is turning to populists. This group is voting for Brexit. This group is voting for Donald Trump, and next year they will be voting for Marine Le Pen. Right? We know that. The second group in the precariat I call nostalgics. These are people who don't have a sense of a present, don't have a sense of a home. Millions of people are like that. They're part of the precariat, the global precariat. And the third part of the precariat consists of what I call the progressives, people who went to university or college and were promised a future. They were promised a career, part of those chances. And they come out of university and they know they bought a lottery ticket that costs more and more, but pitches them into a life of debt for many millions. Now, this concoction is creating a terrible paralysis of politics. In Brexit last week, the atavists voted for UKIP and Boris Johnson. The progressives, guess what they did? Okay? They were offered by the Remain campaign a continuation of austerity, a continuation of insecurity, a continuation of growing inequality. Not very attractive. They were offered by Brexit an unbelievable future, nonsense future. Well, don't be surprised if a lot of them did the rational thing. They stayed in bed. Only 30% of the youth voted. 70% of them voted to remain. But you cannot blame them entirely for the outcome. Because unless we have a vision of the future which is offering a better, good society, the problems of inequality and insecurity that Milan and others, Branko and others have been analyzing so fantastically is going to get worse and worse. We need a new progressive politics, and that means building a new income distribution system in which we say to all our citizens, you have a right as a human being to have basic security. That's your right. Until we can understand the need for that, the problems will only get worse. Thank you very much. Alors, les deux derniers intervenants connaissent bien le monde de l'entreprise et ils pourront peut-être nous dire un petit peu, mais ça viendra peut-être plus tôt dans le débat tout à l'heure, mais comment les entreprises peuvent participer à ce débat. Madame Palaise, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas tout de suite rentrer dans le débat sur le monde d'entreprise, mais on pourra effectivement en parler tout à l'heure. En revanche, je vais... pardon. Est-ce que ça va mieux? Oui. En revanche, je vais reprendre peut-être la balle au bond d'un ou deux points qui ont été déjà évoqués. Donc, M. Goubert a dit que les inégalités, c'était évidemment d'abord une question morale. Et finalement, on pourrait commencer par dire pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre les inégalités? Parce qu'elles sont moralement injustes. Et l'exemple que je voulais vous donner, et qui a déjà été d'une certaine manière aussi évoqué par Camille Landais, c'est de dire, par exemple, est-il juste que, effectivement, aujourd'hui, les femmes, alors je prends les statistiques françaises, donc soient payées en moyenne 20% de moins que les hommes et 35% sur les tranches supérieures de salaire. Quand je dis supérieure, ce n'est pas très élevé. Donc, ça paraît injuste. Néanmoins, effectivement, on ne peut que constater que malgré toutes les politiques développées, ça reste le cas. Et finalement, d'une certaine manière, il faut arriver à démontrer le caractère anti-économique de cette inégalité pour que probablement on s'y attaque véritablement et qu'on déploie des politiques. Donc c'est un petit peu le cas de toutes les inégalités, qui est qu'elles sont, je pense, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont injustes, enfin je l'espère du moins, mais tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne s'est pas complètement approprié les effets économiques, eh bien peut-être qu'on ne met pas en œuvre, ou les effets politiques, ça c'est peut-être pour Marine Le Pen, eh bien on
on ne met peut-être pas en œuvre les politiques qu'il faut pour les réduire. Alors, sur le lien inégalité, croissance économique, après les intervenants précédents, notamment Camille Landais, je ne vais certainement pas me hasarder à trancher cette thèse. Donc, moi, comme j'ai un tout petit peu fait mon travail de préparation, je me suis quand même rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait peut-être quand même beaucoup plus que par le passé des études, y compris de l'OCDE et du FMI, qui ont tendance à dire effectivement qu'il y a probablement un lien entre niveau des inégalités et croissance économique, même si effectivement, ce lien ensuite peut être certainement contesté et affiné sur certains points pour deux raisons. L'une, c'est parce que les inégalités, c'est une perte d'opportunité, notamment sur le capital humain. Les inégalités d'éducation, il y a clairement une perte d'opportunité en termes de capital humain, qui est d'ailleurs chiffré aujourd'hui par un certain nombre d'économistes, y compris qui parlaient hier. Et donc, on peut clairement lier inégalité éducation, par exemple, et perte d'opportunité de croissance économique. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que ça fait déjà une bonne raison de s'occuper des inégalités, notamment en matière d'éducation. Alors, il y a clairement un lien, comme cela a été dit, entre aujourd'hui les inégalités et le populisme. Ça a été évoqué avec Boris, Donald, Marine et j'espère pas trop d'autres noms. Alors ce qui est évidemment très très ennuyeux, c'est que non seulement c'est évidemment c'est un sujet majeur sur le plan politique, mais que toutes les politiques économiques qui sont évoquées par ces populistes, si elles sont mises en œuvre, elles auront clairement un impact économique. C'est ce que j'appelle l'effet de second tour, puisqu'en gros, c'est la protection sous toutes ses formes, le mur physique, le protectionnisme commercial, la préférence nationale. Donc, en fait, c'est quand même potentiellement un vrai sujet économique aussi, indépendamment de l'opinion politique qu'on peut avoir. Au fond, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que je pense que, comme ça l'a été dit, il y a effectivement clairement un retour du débat sur ce sujet, probablement parce qu'il y a des raisons objectives de constater qu'il y a plus d'inégalités, mais surtout parce que la perception des inégalités par ces fameuses classes moyennes en particulier, on pourrait presque paraphraser un livre célèbre qui était classe laborieuse, classe dangereuse. Aujourd'hui, ça a tendance à venir classe moyenne, classe dangereuse, parce que les classes moyennes sont désespérées par leur perception de leurs inégalités en comparatif et surtout par leur perception de l'avenir. En fait, et l'inégalité, c'est d'abord, c'est objectif, mais quand ça devient une perception par toutes les classes moyennes de par le monde, ça devient un sujet politiquement et socialement explosif. Donc, il y avait auparavant différents modèles sociaux dans lesquels, parmi il y avait le modèle danois dans lequel tout le monde pensait qu'il était égal, celui-là, donc il a manifestement explosé. Il y avait le modèle américain dans lequel tout le monde savait qu'il était inégal, mais pensait qu'il avait une chance d'accéder à la richesse, il a explosé aujourd'hui. Et quant au modèle français, j'ai toujours à parler de modèle, c'est pour le pays où la croyance en l'égalité est la plus grande et où la méfiance entre les institutions et leur caractère égalitaire est aujourd'hui aussi probablement une des plus grandes. Alors il y a un point sur lequel je vais arriver maintenant parce que il est tout à fait sérieux économiquement. Et évidemment, il est tout à fait lié aussi, d'une certaine manière, à l'activité de l'entreprise, c'est la chance. Alors, je raconte toujours que quand j'explique dans certains milieux quelle est l'activité de la Française des Jeux, un certain nombre de gens me disent c'est mal parce que c'est le hasard qui fait la redistribution du loto. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'études économiques tout à fait sérieuses qui montrent effectivement l'importance de la chance. Ça a été évoqué par certains, l'importance de la chance dans les perspectives économiques et sociales des individus. Et on peut citer énormément d'exemples. Il y a un très bon livre d'un
d'un économiste américain qui s'appelle Robert Frank, qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Success, Good Fortune and the Myth of Meritocracy », donc je traduis « Succès, bonne fortune et le mythe de la méritocratie », et qui dénonce, je cite, entre guillemets, « les énormes dégâts du mythe de la méritocratie ». Parce qu'il dit qu'au fond, il y a énormément de facteurs chance dans la réussite des individus, et c'est même accentué dans nos sociétés, notamment par la technologie, notamment aux États-Unis, on le sait aujourd'hui, et que si on nie ce facteur chance, eh bien, on ne va pas corriger les effets sur le résultat. Et donc, je vais bientôt arrêter. Donc, si on nie l'importance de la chance, par exemple, on n'investit pas assez dans les infrastructures qui sont un mode de redistribution, en fait, peut-être même plus efficace que la redistribution par le revenu, où on n'investit pas assez, et j'en terminerai là, dans l'éducation pour tous, qui est un mode de redistribution extraordinairement efficace, et sur lequel on pourrait parler plus longtemps. Voilà, je m'arrête là. Merci. Cool. Je vais maintenant donner la parole à Louis Gallois, qui a à la fois son expérience dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'action publique, et également dans le monde de la solidarité, avec le fait qu'il préside cette organisation qui s'appelle la FNARS. Monsieur Gallois. Merci beaucoup. Je vais me cantonner à la France, parce que je pense que tout ce qui a été dit sur le plan mondial et sur le plan théorique l'a été dit infiniment mieux que je ne pourrais le faire. Alors la France, vis-à-vis des inégalités, elle a une attitude qui est liée à ses origines républicaines. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les inégalités, lorsqu'elles dépassent un certain seuil, remettent en cause le pacte républicain. Écart de patrimoine ou de revenus jugés inacceptables, et en France, ils sont jugés inacceptables plus vite qu'ailleurs, parce qu'on a un plus grand sens de l'égalité. Reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. Je rappelle que le pacte républicain, c'est que justement tous les jeunes partent, c'est une idée évidemment parfaitement théorique, mais que tous les jeunes partent sur la même ligne. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et quand ça atteint un certain seuil, ça remet en cause le pacte républicain. Et enfin, fracture du corps social, alors que la France est bâtie sur l'idée qu'elle constitue un corps de citoyens indivisible. C'est d'ailleurs dans l'article 1er de la Constitution. Fracture du corps social entre catégories sociales, nouvelle fracture entre sédentaires et nomades, c'est-à-dire ceux qui peuvent bouger et ceux qui ne peuvent pas bouger, stigmatisation des jeunes originaires des banlieues, entre territoires. Je voudrais écrire un livre qui s'appellerait 15 métropoles et le désert français, parce que je pense que nous avons un vrai sujet là-dessus. C'est le terreau du Front National. Le deuxième élément que je voulais soulever est peut-être en désaccord avec M. Landé. Je crois que passé un certain niveau, surtout dans un pays comme la France, les inégalités sont un obstacle au dynamisme de l'économie. Alors je sais qu'il y a tous les éléments, un certain niveau d'inégalité jugé dynamique, etc. Je crois qu'en France, ce n'est pas le cas, au moins quand les inégalités dépassent un certain seuil. Je note d'ailleurs que la dernière étude de l'OCDE, qui s'appelle l'articulation entre productivité et inclusivité, donnerait des arguments dans ce sens. La croissance des inégalités, elle se traduit par des catégories à faible revenu qui investissent moins dans les compétences, même proportionnellement à leurs revenus, moins dans les compétences. Les régions à la traîne freinent le développement global. Elles sont l'objet d'énormes transferts. Des régions entières françaises ne vivent que de transferts. Et je pense que c'est un frein au développement économique. Inégal accès aux technologies. On a parlé de la fracture numérique. C'est une réalité. Elle touche les individus, mais elle touche aussi les PME et elle touche les territoires. Et enfin, dernier point. Sur le terreau du chômage de masse, la croissance des inégalités génère des tensions sociales. La montée des populismes, on l'a dit,
et elle réduit la capacité à dégager des consensus progressistes. Ça me paraît absolument essentiel. Une des raisons pour lesquelles nous avons vraiment des problèmes pour dégager des consensus progressistes en France, c'est qu'il y a un sentiment d'inégalité croissante, même si dans les chiffres, ce n'est pas si évident que cela. Alors, comment faire? Alors, quelques réflexions sur le comment. La première, pour moi, elle consiste à permettre aux acteurs économiques et sociaux d'exprimer leur potentiel productif. Et le premier sujet pour moi, le basique, c'est d'enrayer la spirale de l'appauvrissement et de la reproduction des inégalités de génération en génération, ce qui suppose de mettre l'éducation au premier rang. Et l'éducation, c'est le préscolaire, c'est l'école primaire, c'est peut-être la remise en cause du collège unique, vaste débat, c'est la réhabilitation de filières d'enseignement qui ne sont pas les filières classiques, générales, mais qui sont des filières professionnelles, l'apprentissage, etc. Je passe très vite. Deuxièmement, là aussi, de la même manière, la lutte contre les discriminations. C'est un gaspillage énorme que la différenciation entre les sexes. C'est un gaspillage énorme que le fait que des jeunes formés, passés par l'université, mais parce qu'ils sont d'origine de banlieue, ne puissent pas trouver du boulot. C'est un gaspillage énorme quand je vois, parce que j'en ai eu l'expérience, que des jeunes blacks des quartiers de la Seine-Saint-Denis ne peuvent pas trouver de stage d'apprentissage parce que les entreprises n'en veulent pas. Et là, je pense avoir une énorme responsabilité dans ce domaine. Je pense que... Je crois aussi qu'il faut faire de l'aménagement des territoires. Il ne s'agit pas du tout de brider les 15 métropoles qui font vivre le dynamisme de la France. Au contraire, il faut les soutenir. Mais on ne peut pas laisser tomber le reste du territoire. Parce que 70% de la population y habite. Ça veut dire des moyens de transport, du très haut débit, des services publics, peut-être pas les bureaux de perception, mais un certain nombre de services publics essentiels doivent rester sur les territoires. Générer des effets de taille aussi dans les fusions de collectivités locales, encourager la constitution de réseaux qui permettent aux métropoles d'irradier sur les territoires environnants et réseaux au sein de ces territoires environnants pour qu'ils mutualisent leurs efforts de développement. Et enfin, peut-être des traitements fiscaux favorables. Le deuxième élément pour moi, une fois que j'ai dit ça sur le plan économique, c'est de traiter la solidarité comme un investissement productif. Les amortisseurs fiscaux et sociaux ont fonctionné en France pour freiner la croissance des inégalités après la crise de 2008. Ceux qui les considèrent comme dépassés ou excessifs, comme obstacle au dynamisme économique, feraient bien de réfléchir aux tensions sociales évitées dans un pays aussi sensible aux inégalités que la France. Je pense que les amortisseurs sociaux ont joué un rôle essentiel pour nous permettre de passer la crise. Et pour faire en sorte que la France soit un des pays où les inégalités ont le moins cru en Europe au cours des 10 dernières années. Ça suppose quelques éléments. Premièrement, lutte, prévention de l'exclusion. Il est beaucoup plus facile d'empêcher quelqu'un de tomber dans l'exclusion que de l'aider à sortir de l'exclusion. Deuxièmement, lutter contre le chômage de longue durée. Nous avons 2 500 000 personnes en chômage de longue durée en France. C'est la gangrène du corps social. C'est ce qui fait que ça crée de la désespérance. C'est ça qui mine le moral des Français. Tout doit être fait pour le réduire. Et la croissance ne réduira pas ce chômage de longue durée parce que les entreprises n'iront pas chercher les chômeurs de longue durée lorsqu'elles auront des besoins d'emploi. Il faut donc faire en sorte que ces chômeurs puissent revenir à l'emploi, d'où le problème de la formation des chômeurs de longue durée qui est en France un handicap absolument majeur. Et dernier point, lutter contre la pauvreté. On n'a pas parlé des minima sociaux. On n'a pas parlé du débat sur le revenu universel, que je ne soutiens pas, mais qui est un débat intéressant. Mais je pense que la lutte contre la pauvreté, c'est un investissement productif pour le pays. La solidarité, elle bénéficie à tout le monde, surtout lorsqu'elle s'attaque aux inégalités touchant les jeunes. Et je pense que si l'Europe a une chose à faire, c'est à nous faire un grand plan pour la jeunesse européenne,
Madame Merkel l'a proposé. Je pense que ce serait une idée au moins aussi forte que celle qui consiste à nous imposer des disciplines budgétaires parfois absurdes. Merci. Merci à tous. Nous sommes raisonnablement en retard. Pas trop. Une des choses qui caractérise le cercle des économies, c'est de chercher à donner la parole aux étudiants. Et donc avec un concours qui leur a été proposé de contribuer sur le thème « Qu'attendez-vous de la France ?» Alors, je me permets de signaler que La Croix y consacre son dossier d'ouverture dans son édition de fin de semaine qui est disponible dans les couloirs. Et l'un de ces étudiants est là, Paul Enjolras, qui va poser une première question. Paul. Bonjour à tous et merci pour ce débat très intéressant sur la réduction des inégalités. Ça m'inspire une réflexion qui est que finalement donc les inégalités, notamment les inégalités de revenus, elles ne naissent pas ex nihilo, elles ne sont pas le résultat naturel des lois économiques. Finalement, c'est presque le reflet de politique économique et de décisions politiques à la base, ce qui veut dire très naturellement que c'est par des décisions politiques, ça a été dit sur tout un tas de plans, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, etc., que passera la réduction des inégalités. Mais ce qu'on voit depuis une trentaine d'années dans certains pays, notamment dès le début des années 80 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas seulement, c'est au contraire une série de décisions politiques qui ont renforcé les inégalités finalement. Et on peut penser que c'est finalement la théorie du 1% qui, pour servir ce qu'il croit être ses intérêts, se sert de ses avantages économiques pour entraîner des décisions politiques à son avantage. Et finalement, ça peut laisser penser qu'il y a une sorte de cercle vicieux dans les inégalités, qui est que les inégalités économiques entraînent des inégalités politiques, qui à leur tour réentraînent un accroissement des inégalités économiques. Et donc ma question, elle est simple, c'est finalement, selon vous, et là c'est pas forcément au niveau français, mais peut-être européen, voire mondial, comment est-ce qu'on peut briser ce cercle vicieux, entre guillemets, entre inégalité politique et inégalité économique? Qui souhaite répondre? Guy Standing, peut-être? Deuxième. Camille. C'est évidemment une question très importante. Donc il y a effectivement ce danger que l'inégalité qui se manifeste en haut de la distribution des revenus, en haut de la distribution des patrimoines, entraîne une forme de capture politique. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? On se dote de règles qui limitent ce genre de possibilités. En Europe, on essaye de le faire, c'est compliqué, mais on n'est finalement pas si mal, parce qu'on essaye de mettre en place de la transparence dans la vie politique, on limite le financement de la vie politique par des personnalités externes. Aux États-Unis, en revanche, c'est devenu un problème absolument central. Il y a de fait une capture totalement oligarchique de la politique par les intérêts financiers à travers l'absence de règles strictes sur le contrôle du financement de la vie politique. Donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut être absolument vigilant. Et malheureusement, c'est une question qui revient sur le métier sans arrêt. Il y a toujours des nouvelles formes par lesquelles des intérêts existants vont essayer d'obtenir des faveurs, c'est comme ça. Et donc voilà, il faut être sans arrêt là-dessus. Mais c'est pas juste dans la définition de la vie politique, c'est aussi dans la définition de tout un tas de règles de taxation des entreprises, par exemple, de règles de taxation des patrimoines, des revenus. Il faut sans arrêt se poser la question de comment limiter le lobbying qui peut obtenir des faveurs non démocratiques du fait de sa puissance inégalitaire. Guy Standing. If I am going to use the chance to say something very strongly, will slightly exaggerate, but I think the point will be made. One of the biggest crises of having a neoliberal economic system is that it means the commodification of everything that can be commodified. That's the objective. And of course, we've seen the commodification of our democracy in every single country. That commodification is a deep-seated corruption where politicians and political parties are effectively the creatures of the funders. And in those circumstances, we should not be surprised if the politicians have revolving doors
where they go from being politicians to consultants to being chief executives and then back again, and we're ruled by an elite that is ultimately benefiting the system for themselves. But this cannot go on because the inequalities and the unfairnesses are multiplying, and that's why the precariat is getting more and more angry. It's alienated and extremely angry. And the political reforms that have been made include the fundamental re-regulation of our labor markets, not a deregulation. Anybody who uses the word labor market deregulation should be encouraged to take up gardenings or sewage cleaning, because they don't know what's been happening to labor markets. The regulations have been reducing the opportunities for people to have social mobility. They have been re-regulating occupational life to give licensing systems control, which the rentiers are benefiting up at the top. That sort of system is lowering social mobility. We can talk about equal opportunities, but the actual regulatory reforms that are linked to insurance companies and linked to the plutocracy is all part of a system that we're facing. Non. Alors, on va prendre des questions de votre part. Ce qu'on va peut-être faire, c'est en prendre 2 ou 3, et puis alors, il y a une question au fond. Si un micro peut arriver jusque-là, merci. Bonjour, Mehdi Assouni, étudiant aussi. On a beaucoup de méthodes pour mesurer les inégalités économiques aujourd'hui, plus ou moins bien. Mais vous avez beaucoup parlé d'égalité des chances, donc d'inégalité des chances aussi. Comment est-ce qu'on mesure ça, en fait? C'est-à-dire qu'on sait mesurer les inégalités d'accès à l'eau, on sait mesurer les inégalités d'accès à l'éducation au départ, etc. Mais comment est-ce qu'on a, en économie, quel modèle, quels indicateurs est-ce qu'on a pour avoir une vision un peu holistique de tout ça? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on prend en compte toutes les inégalités des chances? Ok, peut-être prendre 3 questions, et puis il y en a une ici. Ma question, c'est sur les transferts sociaux. Si on prend la France, corrigez-moi si je me trompe, il doit y avoir 670 ou 700 milliards de transferts sociaux par an. C'est pas vraiment un patrimoine qu'on partage, mais au fond, il y a un commitment un peu général en France pour l'accepter. En tout état de cause, si le sujet, c'est de regarder comment on répartit ces 700 milliards différemment, parce qu'on peut faire mieux, et c'est un peu le propos de M. Gallois, on est aussi tous d'accord, mais on n'a pas vu de recette pour l'instant un peu concrète, et on a évidemment, sans taper sur eux, pas vu de personnel politique, de gauche comme de droite, nous aider à en trouver les recettes et trouver un nouveau commitment pour les répartir différemment, si on peut optimiser ça. Allez, une 3e question. Ici, voilà. Ça y est. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, non, on peut dire. Je me retrouve un peu bloquée parce qu'effectivement, je trouve qu'on dit beaucoup de généralités sur les inégalités. Mais quelles propositions concrètes et réalisables vous nous proposez pour les réduire? Parce que l'éducation, oui, bien sûr, c'est sûrement une solution. Mais dans les faits et dans la pratique, quelle solution novatrice est-ce que vous en avez? J'en profite qu'il y a le micro à côté pour enfoncer le clou au niveau des inégalités entre sexes. Rappelez-vous simplement la phrase de Goethe: « L'éternel féminin nous attire vers les hauteurs ». Alors, on va prendre ces 3 thèmes, en commençant par comment est-ce qu'on mesure les inégalités. Camille, peut-être?
Alors c'est très simple. La manière dont on regarde ça, de la manière la plus synthétique, c'est de regarder les revenus, parce qu'une fois de plus, les revenus sont une bonne synthèse de tout un tas de choses qui sont inégales, les situations d'emploi, où est-ce que vous habitez, tout ça, votre niveau d'éducation. Et on regarde le niveau de revenu d'un enfant à un âge donné, à 30 ans, et comment il est corrélé au revenu de son père ou d'une personne de sa famille au même âge, donc la génération précédente. Cette corrélation nous donne une idée de si je suis né dans une famille qui est dans le top de la distribution des revenus, quelles sont mes chances de rester dans ce top de la distribution des revenus. C'est la mesure, à mon avis, la plus synthétique qu'on utilise. Il faut bien voir aussi que c'est une mesure qui, une fois de plus, ne va pas nécessairement tout capturer, parce que il peut se passer énormément de chocs sur les revenus au niveau individuel, mais peut-être moins au niveau d'un groupe dans son ensemble. Il peut se passer énormément de choses qui ne se disent pas juste dans les revenus, mais dans les attitudes, voilà, le capital culturel. On relit Bourdieu et on se rend compte que voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui ne seront pas mesurées par ça. Mais on a quand même des mesures de ça. Pendant longtemps, il faut dire aussi que ces mesures étaient assez mauvaises parce qu'on n'avait pas juste les données qui permettent d'observer à la fois le revenu d'un père et le revenu d'un fils. C'est en train d'arriver, ces données, parce qu'on a accès à de meilleures données administratives où on suit les gens dans le long terme. Et ce qu'on constate est finalement sans grande surprise que des pays à très fortes inégalités comme les États-Unis sont aussi des pays où la corrélation entre les revenus d'un père et de son fils est très forte. Les pays scandinaves, en revanche, sont marqués par plus d'égalité d'opportunités. Ensuite, la deuxième et la troisième question, je pense que je vais y répondre un peu en même temps, parce que je pense qu'il y a cette espèce de vue que, oh là là, mais il y a des recettes magiques contre les inégalités. Non, mais si on est un vrai démocrate et si on veut vraiment lutter contre la question des inégalités, on sait qu'il n'y a pas de recette magique, et en revanche, on sait que voilà, il faut faire sans arrêt le travail de tester des nouvelles mesures, de les évaluer, de ne pas venir avec l'idée, ah là là, mais voilà, je vais mettre 50 milliards dans l'éducation et c'est réglé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut sans arrêt faire des petites réformes, il faut être beaucoup... Enfin, il faut changer la culture des politiques publiques, de leur évaluation, de l'évaluation de leur efficacité, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire marcher les choses. Mais une fois de plus, oui, c'est sûr qu'on ne va pas juste changer du jour au lendemain, il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est d'être un bon démocrate, de voter pour des gens qui ont des bonnes idées, et ensuite de faire en sorte que ces idées soient mises en place, okay, parce que ça, c'est un autre truc. Moi, j'en ai fait beaucoup des propositions, il y a des gens qui les ont portées pendant la campagne présidentielle et qui s'en sont ensuite fondamentalement démarqués. Notre job, c'est d'être derrière et de dire non, mais on est désolé, là, ça va pas marcher deux fois. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des... Voilà. Donc voilà, il faut pas attendre une fois de plus, il y a Napoléon ou Charles de Gaulle qui va arriver, qui va régler le problème des inégalités. On vit dans une démocratie et c'est notre job aussi à nous d'être là pour faire en sorte de faire ces propositions et de faire en sorte qu'elles soient poussées et aboutissent dans le débat public. Pour rester encore un instant sur la question de la mesure des inégalités, est-ce que Branko ou Guy, vous souhaitez intervenir? Peut-être très rapidement, seulement pour dire une autre façon. Je pense qu'il y a deux façons de le faire. Une autre façon qui est très similaire, c'est de prendre, par exemple, on obtient une mesure d'inégalité, par exemple, dans un groupe comme le nôtre. Alors, on se dit, OK, on a une égalité de 100. Alors, quel pourcentage de cette inégalité peut-on expliquer par prendre vraiment des différences, disons, entre les sexes, entre les âges, et des choses qui sont en principe exogènes, par exemple, les parents que vous avez eus, et des histoires pareilles, et on assigne, c'est-à-dire on donne ce revenu moyen à tout le monde, et si on explique la plupart des inégalités ainsi, ça signifie que la plupart des inégalités sont des inégalités en quelque sorte exogènes ou données. Par exemple, si les gens qui sont African Americans, les Blacks, ont le même revenu et tous les Blancs ont un autre revenu, vous expliquez la plupart des inégalités comme dans l'Afrique du Sud d'apartheid, alors c'est clair que ce sont des inégalités vraiment de chance. Alors, ce que vous n'expliquez pas, c'est le reste qui peut être aussi dû à chance que vous n'êtes pas
capables de vraiment de présenter empiriquement, ou des efforts, ou seulement ce qu'on appelle épisodic luck, c'est-à-dire espèce de chance de moment. Alors c'est une autre façon de le faire et on n'a pas beaucoup de travaux là-dessus, mais on obtient le résultat que les pays où le pourcentage de l'inégalité qui est expliqué par des facteurs exogènes est très, très important ont un niveau de croissance qui est inférieur. Thank you. As this will be my last intervention, I would like to make a plug for a vitally important part of a progressive politics today must be a basic income for all. We have got to the stage where insecurities are becoming dangerous to society, dangerous to Republican freedom. And unless we have a long-term goal of providing basic income security, enough for everybody to be able to live in dignity, our problems will only grow worse. And I would like to respond to the two questions. We have done pilots of basic incomes where we provided thousands of people, men, women, and children, with basic income and then evaluated the effects. And I can say without any shadow of doubt that women benefit more than men, even though men benefit. And what we have found is that the emancipatory value of a basic income is greater than the money value of a basic income. And today we have a situation where the government of Finland has announced a pilot. In Canada, they're thinking of doing pilots. A very rich man in California who's been contacting me, I wish he would give me some of it, but he's putting $20 million into a pilot in the United States. We're doing more pilots in Africa and more pilots in other countries. France would be a wonderful country where you could pilot a basic income and to see the effects on distribution, on security, and on the sense of community. These are all things that are related to Republican freedom, which is the essence of the French society. Thank you very much. Louis Gallois. Oui, je voudrais poursuivre ce qui vient d'être dit, parce que c'est très joli de faire des pilotes. Mais quand on regarde ce que ça représente sur le plan macroéconomique, on se pose des questions. Si on donne 800 € à toute personne par mois, ce qui est en dessous du seuil de pauvreté, ça coûte à peu près 10 000 € par personne par an. Nous sommes 65 millions. Évidemment, on donnera un peu moins aux enfants. Mais c'est un coût qui est compris entre 500 et 550 milliards. C'est-à-dire que c'est à peu près la totalité du coût de la protection sociale en France. Alors, il y a des ultralibéraux, vous n'en êtes pas un, qui disent « Oui, mais une fois qu'on a donné ça, on n'a plus besoin de sécurité sociale ». Et je pense, moi, que c'est une véritable question. On ne peut pas regarder ça uniquement du côté des bénéficiaires, il faut regarder ça aussi sur le plan macroéconomique pour savoir comment ça passe. Et pour le moment, ça ne passe pas. Alors, moi, je suis plus, si on doit regarder comment faire évoluer le budget social du pays. D'abord, contrairement à ce que je pensais jusqu'à une date récente, je pense qu'il faut mettre les prestations sous condition de ressources. Parce qu'on est dans une société qui ne peut plus se permettre de payer cette égalité fictive entre tout le monde. Donc mettre les prestations sous condition de ressources. Deuxièmement, lutter contre le non-recours aux prestations auxquelles les personnes ont droit. Ça veut dire unifier les minima sociaux, comme le propose un rapport excellent du député Sirug, unifier les minima sociaux, ne pas aller jusqu'au salaire, jusqu'au revenu universel, parce que je pense que c'est inatteignable, personnellement, mais au moins unifier les minima sociaux et les rendre suffisamment automatiques pour qu'il n'y ait pas de non-recours. Il faut savoir
que le RSA, c'est un tiers de personnes qui ont droit, qui n'y recourent pas. Le RSA activité, c'est 2 tiers de personnes qui ont droit et qui n'y recourent pas. Et la prime d'activité qui vient de remplacer le RSA activité, qui est la fusion entre le RSA activité et la prime pour l'emploi, est basée sur une évaluation budgétaire avec 50% de non-recours. C'est-à-dire 50% de gens qui ont droit et qui n'y accèdent pas. Et je pense que là, si on a envie de dépenser de l'argent, il y a un moyen. Je voudrais dire quand même pour les mesures précises. Il y a sur l'éducation, la préscolarisation des enfants des quartiers difficiles, essentielle. C'est une mesure précise. Mettre l'accent sur le primaire. Il faut savoir qu'en France, comparé aux autres pays européens, nous mettons moins d'argent sur le primaire, moins sur le collège et plus sur le lycée. Peut-être qu'on pourrait faire l'inverse et mettre plus sur le primaire. L'apprentissage. Nous avons 400 000 apprentis. Il en faudrait 800 000 parce qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui trouve du boulot, quelqu'un qui trouve du travail. Le chômage de longue durée. Le chômage de longue durée. Il y a l'insertion par l'activité économique. Il y a 130 000 personnes très éloignées de l'emploi que nous ramenons à l'emploi progressivement à travers les structures d'insertion par l'activité économique. Ça aussi, on peut l'encourager. Moi, je vais m'occuper d'une expérimentation. On s'aperçoit qu'un chômeur de longue durée, il coûte 20 000 € par an à la collectivité nationale. Si on utilisait ces 20 000 € par an pour le mettre au travail et lui proposer des jobs, eh bien, nous allons essayer dans une expérimentation qui a été décidée par une loi qui s'appelle Zéro chômeur de longue durée. Nous allons essayer de tester ça. On va faire des pilotes, comme vous dites, sur ce sujet. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on a des propositions concrètes. Il ne faut pas toujours dire oui, c'est du baratin, mais on ne nous dit rien de concret. Si on dit des choses concrètes, parce que sinon on désespère les gens en disant on ne propose jamais rien de concret. On désespère les gens. Or, je pense que le débat il soit porté sur des choses concrètes, y compris pendant les campagnes présidentielles, et je serai, je l'espère, actif. Oui, Stéphane Pallez. Sur l'éducation, je voulais dire la même chose que Louis Gallois, donc comme il l'a formidablement dit, je ne vais pas le redire, mais juste pour quand même insister sur le fait que sur l'éducation, on a un diagnostic fait par l'OCDE depuis des années, tout est dedans, donc ça ne veut pas dire qu'on peut tout mettre en place d'un coup, mais c'est extrêmement concret et précis. Et hier encore, donc ici à Aix, il y a donc un grand spécialiste de l'éducation américain qui a chiffré le gap de croissance que ça représentait si simplement la France se mettait à la moyenne dans PISA d'autres pays européens qui sont les Pays-Bas, enfin des pays qui sont honnêtement auxquels je pense qu'il n'y a pas de honte à se comparer loin de là. Donc je pense qu'on a un chantier tout à fait concret. Après peut-être que on ne peut pas tout faire d'un coup. Et là, je voudrais revenir sur le point qui est la méthode. Je pense que là, c'est peut-être que là, je peux évoquer aussi l'entreprise. C'est-à-dire que je crois que les entreprises, peut-être maintenant, font quelque chose mieux que l'État, qui est effectivement d'abord organiser la réflexion autour d'une idée, deuxièmement la tester, troisièmement éventuellement l'abandonner ou l'élargir, etc. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire, ça passe aussi par une modernisation de la manière dont l'État réforme, effectivement. Donc il n'y a pas une idée magique qu'on met en place d'un coup. Comme le disait Camille Landais, c'est plutôt, il faut en débattre avant. Après, il faut proposer des choses, il faut les tester, et puis en tirer. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un coup. Mais ça, c'est la modernisation de la vie politique qui permet effectivement de traiter des sujets qui sont des sujets extraordinairement compliqués, comme on l'a dit. Donc, effectivement, il n'y a pas une recette unique, mais il y a beaucoup d'idées. Branco, c'est parce qu'en fait, on est entré dans un truc qu'on avait prévu de faire à la fin, mais on y est rentré tout seul. Je voulais demander à chacun un peu quelle était sa priorité, la première chose qu'il mettrait en œuvre. Et en fait, Guy a tout à fait ouvert cette partie-là. Branco, pour votre part, qu'est-ce qui vous paraîtrait la mesure prioritaire à mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités? J'en parlerai le second. Le deuxième,
Non, bien sûr, dans mon cas, j'ai parlé des inégalités globales. Alors, c'est un peu différent des inégalités nationales. Je pourrais parler de ça aussi, mais bien sûr, je ne connais pas les conditions françaises bien. Alors, sur le point de vue international ou global, je pense que la question la plus importante, c'est la question qui découle des inégalités internationales, c'est la question de migration. Alors c'est là, à mon avis, logiquement, la question que je me pose. Et pour ne pas expliquer toutes ces choses se trouvent dans mon livre aussi, mais je pense qu'il faudrait qu'on utilise, c'est-à-dire la migration est une forme peut-être la plus efficace pour réduire les inégalités globales et la pauvreté. Mais on vraiment rencontre des problèmes parce que les pays qui reçoivent les migrants vraiment pensent qu'ils ont reçu suffisamment de migrants. Et je pense qu'il y a là la question de trade-off, c'est-à-dire je suis en faveur des migrants temporaires, c'est-à-dire des choses qui ont dû exister en Allemagne comme le Gastarbeiter System et qui actuellement existent dans les pays de Golfe. Alors là, je pense qu'il faudrait penser de trade-off, et je termine, entre la citoyenneté et les flux migratoires. On ne peut pas espérer que tous les migrants aient tous les droits qui découlent de la citoyenneté. Alors pour moi, ça c'est la question principale. Camille, tout à l'heure, vous avez fait état des difficultés à pousser des idées, mais néanmoins, quelle est l'idée que vous pousseriez en priorité ? J'en ai plein des idées. Bon, il y a évidemment plein de choses, il y a l'éducation, tout ça. Peut-être, vu qu'on en a un petit peu parlé, la question de la réforme d'un système de protection sociale et de son financement et du système fiscal qui va avec. Bon, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Mais là, une fois de plus, il ne faut pas non plus s'opposer sur « Ah là là, est-ce que c'est basic income ?» ou au contraire, il faut d'abord dire clairement ce qu'on veut, quels sont les enjeux et du coup ce qu'on veut. Je pense qu'on veut évidemment beaucoup plus de transparence. On a un système qui est beaucoup trop compliqué. On a un système qui est aussi pas particulièrement incitatif, qui marche très très mal en bas de la distribution des revenus pour inciter au retour au travail. Et enfin, on veut aussi un système qui est en phase avec l'évolution générale, qui est une stagnation séculaire, avec des taux d'intérêt qui vont potentiellement rester bas pendant très très longtemps, tout ce genre de choses. Voilà, moi je pense que je suis un peu d'accord avec Louis Gallois, je ne pense pas que ça soit forcément nécessaire de passer je pense même que c'est une mauvaise idée en fait dans le cas français de passer à un revenu universel. Néanmoins, je suis très opposé à l'idée qu'il faille mettre les benefits, les prestations sociales sous condition de ressources, parce que ça, pour le coup, on sait très bien que c'est très désincitatif, parce que du coup, ça crée des taux marginaux extrêmement élevés dans le bas de la distribution des revenus. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut pas faire. C'est surtout pas ce qu'on veut faire. Donc là, il faut être vraiment très très clair sur le fait que c'est sans doute pas la bonne solution. En revanche, une forme d'harmonisation et d'intégration de tout un tas de ces prestations est très importante, et revenir absolument sur les prestations, les allocations logement qui sont, à mon avis, une vraie catastrophe, ça aussi, c'est extrêmement crucial. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Je vais donner la parole à Alain pour conclure notre discussion. Oui, bon, c'est évidemment un exercice très difficile parce que le débat a été très riche, mais je dirais qu'il peut se résumer par quatre idées essentielles. La première, c'est qu'effectivement, le débat s'est bien inscrit dans une opposition, en tout cas, dans une opposition qui est peut-être artificielle entre égalité des chances et égalité des résultats, même si on a bien compris qu'elles vont généralement ensemble. C'est-à-dire que des pays qui réduisent l'égalité des chances réduisent en même temps l'égalité des résultats, comme le montre l'exemple de la Suède. Guy Standing a bien montré aussi qu'en termes d'égalité des résultats, ça ne s'illustre pas uniquement par des inégalités de revenus. Il y a le fait qu'un certain nombre de gens ont complètement décroché à travers, disons, des statuts précaires. Et il y a eu un autre thème qui est apparu, c'est la stagnation de la classe moyenne dans un certain nombre de pays occidentaux et qui pose évidemment un problème, je dirais, d'inclusion du modèle de croissance récent depuis 30 ans. Là, je crois que nous avons eu affaire à, je dirais, pratiquement un programme politique de la part de Louis Gallois qui nous a proposé
je dirais, une panoplie d'instruments pour lutter contre l'inégalité des chances. Et je crois que beaucoup de gens se retrouveront dans ce programme. Bon, voilà, c'est une annonce importante. Je dirais que, bon. La deuxième idée, c'est que je crois qu'on se retrouve également pour dire que l'inégalité des résultats n'est pas méritocratique forcément dans nos pays, et en particulier, bien sûr, parce qu'il y a des inégalités des chances au départ, mais aussi parce que le rôle du facteur chance peut être très important. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit Stéphane Pallez qui, de par ses fonctions, insiste sur cet aspect. La troisième idée, c'est que dans un monde ouvert, dans un monde globalisé, on ne peut pas raisonner sans penser aux migrations, et qu'on a évidemment l'immigration des gens essentiellement peu qualifiés qui viennent de pays où l'inégalité des chances est très faible si on raisonne au niveau mondial par rapport aux pays où l'égalité des chances est forte en raisonnant au niveau mondial. Et donc il y a évidemment ce problème du fait que des gens veuillent simplement monter dans un wagon qui les emmène beaucoup plus loin que le wagon dans lequel ils seraient dans leur propre pays. Mais il y a aussi l'autre thème, qui est le fait que si on compare deux pays et que vous avez exactement les mêmes qualifications, que si vous pouvez obtenir beaucoup plus dans un pays que dans un autre, parce que ce pays est plus inégal, alors à ce moment-là, ça peut aussi créer une mobilité déqualifiée. Et donc il y a évidemment une question centrale, c'est est-ce que les gens les plus qualifiés, est-ce que finalement l'élite politique, l'élite économique, l'élite sociale est encore solidaire du pacte républicain dans chaque pays? Ça, c'est quand même une question importante et qu'on ne peut pas ne pas se poser en étant au Cercle des économistes et en étant à Aix-en-Provence, organisé par le Cercle des économistes. Et enfin, une dernière idée qui m'a semblé intéressante et qu'il faut absolument qu'il s'insinue dans le débat public, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il faut évaluer, qu'il faut expérimenter. C'était l'idée portée par Camille Landé. Je crois que c'est une idée auquel tous les économistes, et j'espère maintenant vous tous, vous saurez la porter dans le débat public dans les prochains mois. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci beaucoup.